Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, donc je vous laisse arriver tranquillement depuis la salle d'attente. Je vois qu'il y a, voilà, il y a encore du monde qui arrive, donc on va attendre 2 petites minutes avant de commencer. Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Bonjour, bienvenue. J'attends une petite minute encore et puis ensuite on va se mettre en route. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui connectés pour notre 13e webinaire à vélo. Voilà, j'espère que votre semaine de la mobilité se démarre bien. On sait que c'est une semaine assez dense pour tout le monde, donc merci de prendre ce temps-là. Pour votre information, donc ce webinaire sera enregistré comme d'habitude, on enregistre le webinaire. Et il sera ensuite disponible en replay sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez le revisionner a posteriori. Et puis voilà, si vous n'avez pas forcément le temps aujourd'hui d'assister à l'intégralité, c'est pareil, vous pourrez revisiter a posteriori. Donc on est ensemble aujourd'hui pour 2 heures de webinaire pour le sujet qui s'affiche à l'écran, donc qui est comment dynamiser les commerces de proximité grâce au vélo. Donc on a plusieurs intervenants aujourd'hui, on va vous en reparler et je vais vous parler du sommaire. Donc dans un premier temps, on aura une présentation de Mathieu Chassigné de l'ADEME sur les enjeux, les impacts de la promotion des modes actifs sur les commerces. Donc un premier temps d'intervention sur ce sujet-là. On prendra des questions à l'issue de chaque présentation et on aura également un temps en fin de webinaire pour répondre aux questions résiduelles sur l'ensemble des présentations. Le deuxième temps sera pour Juliette Fichot, donc des vitrines de Chartres, pour nous expliquer du point de vue des commerçants et des consommateurs les impacts du développement des modes actifs, spécifiquement pour le cas de Chartres. Et ensuite, on aura un petit temps de retour d'expérience autour de 2 autres intervenants, donc pour proposer des alternatives accessibles et dynamiser les commerces petit à petit, notamment grâce à Guillaume Baldi de la commune de Figeac et Cyril Cointre de Cyclo-Consommateur, commerce en selle. Donc je vais laisser la main à Paul Peffer de l'ADEME pour nous parler un petit peu de notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve après cette pause estivale pour évoquer la place des commerces locaux dans le cadre du développement d'une politique cyclable. Alors l'enjeu d'une politique cyclable, vous le connaissez, il repose en partie sur la réallocation de l'espace public pour augmenter la place des mobilités actives. Or, des changements de mode de déplacement ou des changements dans l'espace public, tout simplement, influent sur la vie économique d'une ville. Ça peut faire naître des inquiétudes auprès des commerçants. Il y a en effet des idées reçues qui sont parfois tenaces, la plus connue étant No Parking, No Business. Ce concept provient pourtant de Bernardo Trujillo, qui était parfois nommé le pape de la grande distribution. On comprendra donc aisément que ce concept ne s'applique pas à un commerce de proximité. Notre objectif aujourd'hui sera donc de faire le point sur l'impact réel que peut avoir un développement ambitieux des modes actifs au sein d'une ville ou d'un village, et comment il peut profiter au commerce local. Je laisse donc la parole à Mathieu, qui va proposer un état des lieux de la situation afin de prendre de la hauteur sur le sujet. Merci. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup Paul pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Le temps que je charge ma présentation. Donc, moi je suis Mathieu Chassigné, je travaille à l'ADEME sur les sujets de développement des mobilités actives et partagées. Donc aujourd'hui je vais vous parler de vélo,
pas que, je vais surtout vous parler de mobilité active et du lien entre mobilité et commerce. Donc, No Parking, No Business, Paul est revenu sur le concept et merci à lui d'avoir bien indiqué que c'était un concept en fait, qui a été inventé non pas pour les centres-villes, mais pour la grande distribution, pour les supermarchés, à l'époque où les premiers supermarchés ont commencé à apparaître. Et en fait, finalement, vouloir appliquer ce concept à un cœur de ville n'a pas tellement de sens. Donc, si j'en reviens, si on reprend les chiffres aujourd'hui du commerce, des centres-villes, on voit quand même qu'il y a des difficultés. Ici, ce qui est représenté sur le graphique, c'est le taux de vacances commerciales dans différentes tailles de villes. Donc, le taux de vacances commerciales, c'est le pourcentage de vitrines vides, donc de magasins inoccupés. Et on voit qu'il a beaucoup augmenté entre 2012 et 2020. Il y a une petite baisse ensuite, mais à partir de 2023-2024, ça repart à la hausse. Donc, c'est une tendance assez générale, toute taille de ville confondue. Donc, il y a un vrai problème qui est lié à plein de choses, on va le voir. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une concurrence très forte et qui a tendance à s'accentuer avec, d'une part, les zones commerciales périphériques. Bon, ça, c'est une tendance qui est un petit peu ancienne. En France, il y a beaucoup de zones commerciales périphériques. Il y en a sans doute trop. Et ça fait mal au centre-ville. C'est une concurrence d'une certaine manière. Et deuxième enjeu plus récent, c'est l'apparition du e-commerce, dont on sait tous qu'il se développe à une grande vitesse. Et là encore, ça prend des parts de marché au commerce plus traditionnel et au commerce notamment de centre-ville. Ce sont des difficultés qui ne sont pas à nier. Ceci dit, les commerçants très souvent associent les difficultés aux politiques d'espace public ou de mobilité, si bien que moi je dis souvent que les commerçants sont souvent devenus les premiers opposants au projet d'apaisement ou de transformation des centres-villes. On le voit ici, par exemple, c'est vrai partout, c'est vrai dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des très grandes villes. Ça devient même un petit peu ridicule, si vous voulez, quand c'est Paris, par exemple, puisque les enquêtes montrent qu'entre 2 et 3% des clients des commerces à Paris s'y rendent en voiture. Pour autant, vous avez des commerçants vent debout contre la moindre suppression d'une place de stationnement, par exemple, ou l'ouverture d'une piste cyclable. Donc 2 à 3% des clients se rendent dans les commerces en voiture, et on nous explique que c'est catastrophique pour le commerce, de la moindre réduction de la place de la voiture. Et les médias relaient ce type d'informations, en fait, le prennent un petit peu pour argent comptant, ce qui fait que cette idée reçue, finalement, du no parking, no business, eh bien, on la lit un petit peu tous les jours, via la presse, et donc on finit par y croire. En fait, par rapport à ce constat de départ des centres-villes en difficulté, il y a un petit peu deux écoles possibles, il y a un petit peu un dilemme entre d'une part certains qui pensent qu'on peut résoudre finalement les problèmes du centre-ville en facilitant la circulation et le stationnement automobile. Pourquoi? Parce qu'on espère faire venir finalement des clients éloignés qui se mettraient à revenir en voiture consommer. C'est un petit peu la première école. Et puis il y a une deuxième approche qui est de dire non, c'est le contraire. Pour favoriser le commerce de centre-ville, en fait, il faut proposer une expérience agréable au consommateur. Et le consommateur, quand on lui demande son avis, qu'est-ce qu'il veut? Très souvent, il veut des espaces qui soient plus calmes, qui soient sécurisés, et avec une large place faite, notamment aux piétons, voilà, qui peut déambuler, et ça peut lui donner envie de consommer. Si on caricature un petit peu, finalement, les deux approches, c'est un petit peu ça, c'est pour prendre soin du centre-ville et favoriser les commerces. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, l'image de gauche ou l'image de droite? Donc c'est la même ville, Saint-Barthélemy. Est-ce qu'il vaut mieux des espaces qui soient très agréables, mais dans lesquels on a contraint la voiture, comme ici à droite? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, faire des parkings, y compris sur la grande place? Est-ce qu'il faut des voies de circulation ici, 1, 2 fois 2 voies? En se disant, c'est ça qui va donner envie aux personnes de venir et de consommer. Voilà, le débat reste ouvert, mais c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors là, je vous montre un exemple de grande ville, Lille, mais il faut savoir que ce type de question peut se poser un peu dans n'importe quelle taille de ville, finalement, et je vais vous montrer des exemples, ou en tout cas des chiffres, qui émanent pas que de grandes villes, mais également de villes moyennes, voire petites. Alors, quand on s'intéresse au sujet, moi ça fait maintenant 6-7 ans que je regarde de près le sujet. Ce qui frappe, c'est que bien que ce soit un enjeu très fort et crispant dans toutes les villes, en fait, on a assez peu d'études. On a assez peu d'études qui permettent d'avoir des données
objectif sur le phénomène. Donc c'est un premier constat, on manque d'études, c'est un peu dommage, c'est un peu paradoxal puisque le sujet est important, on le voit bien dans les débats que ça crée, dans la façon dont la presse relaye tout ça et dans la façon dont ça crée des points de blocage très souvent, mais on ne cherche pas vraiment à savoir comment se déplacent les clients et ce qu'ils souhaiteraient eux pour leur centre-ville ou ce qui leur donnerait envie de consommer davantage. Donc premier constat. Heureusement, il existe quand même quelques études et ce qui va me permettre de vous donner une petite synthèse des résultats aujourd'hui. Mais ce qui est frappant aussi quand on regarde les études, donc il y a à peu près une bonne vingtaine d'études, je dirais, qui ont été menées ces dernières années, en France ou parfois à l'étranger. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'elles aboutissent quasi toujours aux 4 mêmes résultats, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des grandes villes, on arrive toujours à peu près à ces 4 mêmes résultats que je vais vous détailler ici, et puis je les illustrerai tout à l'heure avec des exemples. Donc le premier constat, c'est que la plupart des clients des commerces de centre-ville vivent à proximité. C'est vraiment une clientèle de proximité. Assez rares sont les clients qui viennent en fait de loin. Deuxièmement, et c'est lié au premier constat, c'est que la plupart des clients viennent à pied ou en transport collectif et assez peu viennent en voiture. Troisième constat, c'est quand on demande aux clients ce qui leur donnerait envie de consommer davantage dans les commerces de proximité ou dans les commerces de centre-ville, en fait, la grande majorité réclame des espaces apaisés et une place moins importante pour la voiture. Et puis le quatrième constat qui est peut-être le plus important, c'est que quand on compare la réalité avec la vision des commerçants, on se rend compte que les commerçants surestiment toujours le poids de la voiture parmi leur clientèle. Donc, je vais revenir maintenant sur ces 4 points. Donc le premier, la plupart des clients vivent à proximité. Donc ici, c'est une illustration qui vient du CEREMA, des enquêtes ménage, des enquêtes certifiées CEREMA, qui ont regardé finalement sur le motif achat où vont les personnes pour faire leurs achats. Alors, ça peut être tout type d'achat, ça peut être alimentaire, hors alimentaire. Et en fait, ce qu'on voit très bien ici, c'est à la fois dans les grandes agglomérations en haut ou dans les villes moyennes en bas, les gens consomment près de chez eux. Une grande majorité des résidents du centre-ville, ou de la ville-centre, consomment dans la ville-centre, et une grande majorité des résidents de la périphérie consomment majoritairement en périphérie. Très peu nombreux finalement sont les résidents de la périphérie qui viennent consommer dans la ville-centre. C'est vrai dans les grandes agglomérations, c'est vrai bien qu'un tout petit peu moins dans les villes de taille moyenne. Si on illustre maintenant avec des villes bien précises dans lesquelles des enquêtes de terrain ont été menées, donc les enquêtes de terrain, c'est quoi? C'est on envoie des enquêteurs dans la rue, on a un petit questionnaire et en fait on attrape les passants et on leur demande ce qu'ils sont venus faire ici aujourd'hui, comment ils sont venus, d'où ils viennent, ce qu'ils souhaiteraient de l'évolution de leur centre-ville, etc., etc. Ça permet d'avoir tout un tas de réponses aux questions que je posais en introduction. Donc par exemple, ici à Lille à gauche, vous avez 63% des clients des commerces de centre-ville qui habitent la ville de Lille. À Nancy, c'est après les mêmes chiffres, vous avez 57% des clients du centre-ville qui vivent dans la ville de Nancy, puis 32% qui habitent dans une autre commune de la métropole, sachant que la métropole est assez petite. Et donc ça veut dire en gros qu'ils viennent d'un rayon maximum de 5 km. À Nantes, on retrouve les mêmes chiffres, avec une grande majorité qui vient de la ville de Nantes, voire même du centre-ville de Nantes. Je vais toujours essayer de vous montrer des résultats dans des villes moyennes, mais ici c'est une enquête très intéressante qui a été menée dans 6 villes suisses de taille moyenne, qui comptent entre 20 000 et 40 000 habitants. Et on voit de la même manière qu'entre la moitié et 2 tiers des clients du centre-ville vivent dans la commune. Deuxième constat, la plupart des clients viennent à pied et peu viennent en voiture. Donc si je reprends ici les chiffres du CEREMA, donc qui fait la moyenne de toutes les enquêtes ménages disponibles, on se rend compte que sur le motif achat, dans les petits et moyens commerces de centre-ville, vous avez 64% des clients qui viennent à pied, 10% en transport collectif et seulement 24% qui viennent en voiture. Ça, c'est une moyenne. Maintenant, si on regarde à nouveau des villes plus particulières, donc à Lille, à gauche, vous avez 42% des clients qui viennent à pied. Vous avez 21 en gris, plus 7 en orange, c'est le train, donc après 28% qui viennent en transport collectif au sens large. C'est le deuxième moyen d'accès. Et puis troisième la voiture,
avec 21% aussi. Voilà, donc vous avez 1/5 des clients du centre-ville de Lille qui viennent en voiture. Sur Nancy, qui est une ville un peu plus petite, vous avez là aussi la marche qui arrive en numéro 1 avec 39%, devant la voiture, et puis le vélo est pas ridicule avec 13%, puis les transports collectifs avec 11%. Si on prend des villes de taille... alors là, on voit qu'effectivement, c'est la voiture qui arrive en 1, 60% des clients viennent en voiture, mais vous avez tout de même 38% des clients des commerces de centre-ville qui se déplacent à pied. Et puis une autre petite ville, Cahors, 19 000 habitants, cette fois-ci c'est bien réparti. La marche et la voiture arrivent au même niveau, 44% chacun. Puis vous avez le vélo, les transports collectifs à peu près à 6%. Donc la voiture, même dans une petite ville comme Cahors, finalement c'est moins de la moitié des clients qui l'utilisent pour consommer. En fait, on se rend compte assez rapidement, ce que je vous ai montré là, ça l'illustre, mais c'est très dépendant de la taille de la ville. Donc, voilà, il y a une tout à droite, vous avez Paris, c'est à peu près 3% des clients des commerces qui viennent en voiture. À gauche, vous avez Saint-Omer qui est le point le plus haut avec 60%. Dans la partie du milieu, c'est souvent autour d'un quart. Et puis dès qu'on passe au-dessus des 20 000 habitants, en gros, on voit que c'est moins de la moitié des clients qui utilisent la voiture. Donc on a vraiment cette proportionnalité qui est très forte et très flagrante dans les enquêtes. Si je reviens à nouveau à mes villes suisses, eh bien, on se rend compte que, à nouveau, la voiture en bleu clair reste assez limitée. La marche est assez importante, avec entre 40 et 60% des clients qui l'utilisent. Donc c'est encore un peu plus qu'en France, finalement, pour des villes de taille équivalente, sans doute lié à un urbanisme qui est un peu plus cohérent et un peu mieux contrôlé. Et puis des transports collectifs qui sont davantage ça dans les villes suisses. Alors maintenant, ça aux perceptions. Donc les enquêtes, certaines enquêtes ont demandé aux clients qu'est-ce qui vous donnerait envie de venir davantage consommer dans le centre-ville. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir ici plutôt que d'aller au centre commercial, par exemple. Et donc on propose tout un tas de modalités de réponse qui peuvent concerner la voiture, qui peuvent concerner la marche, les transports collectifs, voire même l'espace public au sens large avec de la végétation, par exemple. Donc on voit qu'en l'occurrence, sur cette enquête menée à Lyon, la modalité de réponse qui ressort vraiment en premier, c'est plus de végétation, 31%. Des réclament des trop larges, 24%. On a aussi des gens qui réclament une circulation automobile meilleure et du stationnement plus facile. Mais c'est seulement 20%. Et en face de ça, on a également 14% qui demandent au contraire de réduire les nuisances du trafic motorisé. Mais en tout cas, si on veut des trottoirs plus larges, moins encombrés, si on veut davantage d'accès de stationnement vélo, si on veut de la végétation, et encore plus si on veut réduire la nuisance du trafic motorisé, c'est-à-dire qu'il faut revoir la répartition de l'espace public. Les arbres, il faut bien les planter quelque part. Les trottoirs, si on les élargit, on ne va pas pousser les murs. Donc, en fait, pour 80% des réponses, ça nécessite de réduire la place de la voiture, là où seulement 20% des clients souhaiteraient finalement augmenter ou renforcer la place de la voiture. Donc c'est disproportionné, il y a largement plus de clients qui viendraient davantage si on réduisait la place de la voiture que de clients qui viendraient davantage d'augmenter la place. Ça, c'est bon. On retrouve les mêmes chiffres, je ne les ai pas montrés, mais pour Lille. Saint-Omer, donc je vous ai montré tout à l'heure qu'on a 60% des clients qui viennent en voiture et en gros 40% à pied. Et quand on demande ce qui serait mieux pour l'attractivité du centre-ville, on voit que la modalité numéro 1, ça concerne l'accès, le stationnement, mais c'est seulement entre guillemets 39%. Vous avez des personnes qui réclament autre chose et qui réclament plutôt des mobilités alternatives et de la place faite aux autres modes ou à la végétation. Donc c'est pas parce qu'on se déplace en voiture qu'on veut forcément que entre guillemets, et il y a toujours un moment de toute façon, on sort de sa voiture et on se retrouve en situation de piéton. Et c'est ça qui nous intéresse plus, ou qui
qui me donnerait le plus envie de venir davantage. C'est peut-être pas forcément la situation où je suis en train de venir dans ma voiture, mais c'est peut-être celle où je vais être à l'air libre et où je vais avoir finalement d'avoir un espace public qui est agréable tout simplement. Alors pour montrer encore une petite ville, donc Cahors. Donc ici on a les modèles des réponses, les clients en mauve et ce qu'ont répondu les commerçants en bleu. Donc première chose, on voit qu'il y a un décalage assez important entre la vision des clients et la vision des commerçants. Les commerçants nous disent ce qu'il faut finalement, c'est plus de stationnement et du stationnement gratuit. Or, il y a assez peu de clients qui nous répondent ça. Ce que répondent les clients en majorité, c'est qu'il faut davantage de rues et de places autre chose que la voiture. Et on commence à voir ici, mais j'y reviendrai juste après, que les commerçants se trompent sur ce que souhaiteraient leurs propres clients. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines enquêtes, notamment ces deux-là, que j'ai encadrées, que j'ai menées, on a profité d'interroger les passants pour leur demander ce qu'ils pensent finalement de certaines politiques qui ont été mises en place récemment et qui consistaient d'une certaine manière à réduire la place de la voiture ou à contraindre davantage la voiture. Donc il se trouvait que les deux villes, Lille et Saint-Omer, venaient toutes les deux de mettre en place la limitation de vitesse à 30 km/h. Et pour le cas de Lille, la piétonisation du centre-ville le samedi. Donc on a profité pour interroger les clients sur leur perception de tout ça. Donc, ce qui est frappant, première chose, c'est déjà il y a 70% des personnes qui sont favorables aux 30 km/h et seulement une vingtaine de pourcents qui sont défavorables. Le reste, c'est sans avis. On voit également que finalement, dans une petite ville ou une grande ville, le chiffre est le même. Donc, y compris à Saint-Omer, qui est une petite ville où beaucoup de gens se déplacent en voiture, eh bien, les gens sont quand même favorables aux 30 km/h parce que ça apaise la ville et c'est plus agréable. Et puis, si on regarde ce qu'ont répondu uniquement les automobilistes, au sens ceux qui sont venus aujourd'hui en voiture, eh bien, le chiffre est à peu près le même. On en a 3/4 qui se disent favorables à la mise en place du 30 km/h. C'est une mesure qui est populaire, y compris pour les gens qui se déplacent en voiture. Et puis sur la piétonisation du samedi, bon, bah, c'est encore plus parlant. On a 85% des personnes qui sont pour, et y compris les automobilistes sont très favorables à la mesure. J'en viens à mon quatrième point. Donc les commerçants surestiment systématiquement le poids de la voiture parmi leurs clients. Donc là, on a des enquêtes qui sont assez intéressantes, qui ont fait une enquête miroir auprès des commerçants. Donc on a l'enquête auprès des clients. Je vous ai montré les résultats tout à l'heure. Elle est ici à droite. On avait, pour rappel, 39% des clients qui venaient à pied, 35% en voiture. Et quand on demandait aux commerçants, selon vous, quel est le mode de transport utilisé par vos clients, eh bien, ils imaginent que 77% de leurs clients viennent en voiture, au lieu de 35%, que seulement 11% des clients viennent à pied, au lieu de 39%, et que seulement 1% des clients viennent à vélo, alors que la réalité, c'est 13%. Donc, très forte surestimation de la place de la voiture, très forte sous-estimation de la place des mobilités actives. Et quand on voit ça, en fait, on comprend tout de suite pourquoi cette opposition des commerçants aux projets de piétonisation ou à des projets de réduction du nombre de places de stationnement, par exemple. Bah oui, s'ils imaginent que 8 clients sur 10 viennent en voiture, eh bien, effectivement, toute réduction d'une place de stationnement est inentendable. Or, ce n'est pas la réalité. Donc ça montre qu'en fait, il y a besoin d'enquête, il y a besoin de faire de la pédagogie aussi, et puis de discuter, non pas sur la base des perceptions de chacun, mais sur la base des pratiques réellement constatées sur le terrain. Ça, c'est des choses qu'on a retrouvées dans d'autres enquêtes. Ici, par exemple, une enquête à Bruxelles, où la voiture en bas, c'est la réalité, en haut, c'est ce que pensent les commerçants. Donc on voit bien que sur la voiture, il y a une surestimation qui est hyper forte. On passe de 11% à 52%. Et on voit qu'il y a une sous-estimation très forte aussi de la marche, où 36% en réalité des clients viennent à pied, alors que les commerçants pensent que c'est seulement 14% de leurs clients qui viennent à pied. On retrouve ça aussi. Même chose à Berlin, où vous avez de la même manière une surestimation de 15 points de l'utilisation de la voiture par les clients. Ce qui est intéressant sur cette enquête de Berlin, pour qu'on creuse un petit peu, c'est donc ici on a regardé ce que répondaient les commerçants en fonction du mode de transport qu'eux-mêmes utilisent. Et donc on se rend compte que ce que j'ai entouré en rouge,
les commerçants qui eux-mêmes se déplacent en voiture sont ceux qui surestiment le plus le poids de la voiture parmi leur clientèle. Ils pensent que c'est que 28% de leurs clients, 28,6% de leurs clients viennent en voiture. La réalité, c'est 7. Et en moyenne, les commerçants pensent que c'est 21. Donc ceux qui viennent en voiture surestiment encore plus. Et ce qui est drôle aussi, c'est que en fait, ceux qui viennent à vélo surestiment le pourcentage des clients qui viennent à vélo. Ceux qui viennent en transport collectif surestiment le pourcentage de leurs clients qui viennent en transport collectif. Donc on se rend compte qu'en fait, on a tous, mais c'est humain, on a tous tendance à généraliser un petit peu nos propres pratiques et imaginer que chacun fait un petit peu comme nous-mêmes. Et donc j'en viens finalement à cette question, pourquoi cette surestimation du poids de la voiture parmi les clients? Donc la première explication que j'en ai donnée, on a sans doute tendance chacun à généraliser notre cas personnel. Et en fait, quand on regarde les chiffres de l'INSEE sur l'utilisation des modes de transport pour se rendre au travail en fonction de la catégorie socio-professionnelle, eh bien, on voit que la catégorie des artisans commerçants utilise beaucoup la voiture et utilise très peu les modes alternatifs. Donc ici, c'est l'utilisation des modes alternatifs qui sont très peu utilisés en fait par ceux et donc ils utilisent beaucoup la voiture. Et donc, s'il s'avère qu'ils projettent leur cas personnel, eh bien, ça pourrait expliquer une partie de ce phénomène. La deuxième explication, sans doute, c'est que les automobilistes sont assez râleurs en général. Je pense que vous l'avez tous constaté. Et les commerçants l'entendent en fait un peu tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des clients qui se plaignent en disant que c'était difficile de se garer ou de circuler. Et ça, le commerçant qui l'entend toutes les semaines, eh bien, il va finir peut-être par se dire c'est très compliqué de se garer ou de circuler. Alors même que les clients qui viennent à pied ou qui viennent à vélo, souvent, voilà, les conditions d'accès n'ont pas été très satisfaisantes. Pour les piétons, bah, voilà, il y a souvent des poubelles sur le trottoir, il y a parfois des voitures qui sont stationnées un peu n'importe comment. Et pour autant, le piéton, on n'entend jamais se plaindre auprès du commerçant. Le cycliste, c'est sans doute pareil, alors que c'est souvent compliqué de garer son vélo, mais il ne va pas se plaindre auprès du commerçant. Donc cette distorsion finalement dans la perception, elle peut être induite par ces râleries finalement assez récurrentes des personnes qui sont venues en voiture. Donc après cet exposé un peu sur ce que nous disent les enquêtes, vous pourriez me dire, poser cette question qui serait pertinente. Finalement, vous nous dites qu'il y a seulement 20 ou 30% des clients qui viennent en voiture, ok, mais c'est beaucoup. Et si un commerçant qui perdrait 20% de sa clientèle, bah, ça en difficulté. C'est vrai. Cependant, déjà pour relativiser, c'est pas parce que quelqu'un nous dit aujourd'hui je suis venu en voiture que c'est un automobiliste invétéré qui se déplace tout le temps en permanence en voiture et jamais autrement. Donc ici, sur l'enquête de Lille, on a demandé aux personnes qui nous ont dit aujourd'hui je suis venu en voiture, on leur a demandé est-ce que parfois vous utilisez un autre mode de transport pour vous rendre en centre-ville. Et en fait, il n'y en a que 13% de ceux qui sont venus en voiture nous disent je suis venu en voiture aujourd'hui mais je ne viens que en voiture et jamais autrement. 13%. Et on a quand même 87% qui nous disent parfois je viens autrement qu'en voiture. Souvent c'est un transport collectif, parfois ça va être à pied ou à vélo. Mais voilà, les automobilistes exclusifs, si on essaie de les quantifier, c'est 13% de ceux qui sont venus en voiture ce jour-là. Donc 13% de 20% et 87% des clients viennent au moins de temps en temps autrement qu'en voiture. Donc il faut un peu sortir de la tête qu'on est soit des piétons, soit des automobilistes, soit des cyclistes. On est tous un petit peu tout ça à la fois. Et voilà. Et ça ne sert à rien de mettre dans des cas de cataloguer finalement les clients ou les personnes en fonction du mode de transport qu'ils se trouvent à avoir pris pour venir en magasin. L'autre chose, c'est que finalement tout ça, ce sont des vases communicants. Et quand on accorde trop de place à la voiture, bah, certes, les automobilistes sont contents, ils viennent. Mais il y a plein de gens qui ne viennent plus, qui ne viennent pas parce qu'en fait, ils ne trouvent pas ça agréable. Ils préfèrent aller ailleurs ou quitte à ce qu'il y ait des voitures, aller au centre commercial, par exemple. Donc, des vases communicants qui font que voilà, ça ne veut pas dire qu'on va perdre finalement. Et c'est même plutôt le contraire. Si on regarde par exemple les chiffres à Lille où le centre-ville est piéton tous les samedis, eh bien vous avez aujourd'hui 15% de fréquentation en plus par rapport à la période d'avant. Donc
finalement, vous contraignez la voiture et vous avez davantage de gens qui viennent. Donc ça, c'est quand même plutôt bénéfique et ça illustre bien, je pense, le phénomène des vases communicants. Et puis, ce que j'écris en bas, on ne peut pas favoriser la circulation automobile dans un seul sens. C'est-à-dire que si on fait une politique très pro-voiture dans une ville aujourd'hui, eh bien, les gens vont se remotoriser, et puis à partir du moment où ils ont une voiture, ils vont peut-être consommer au centre-ville. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, les taux de motorisation en ville aujourd'hui diminuent. Il y a plus de ménages qui n'ont pas de voiture. Et ça, c'est une vraie chance pour les commerces, puisque ça crée une clientèle qui est captive, entre guillemets, et qui permet de faire marcher les commerces. Et c'est sans doute ça qui a sauvé certains commerces dans certaines villes. Les politiques de rééquilibrage de l'espace public a permis d'avoir une clientèle de centre-ville captive qui aime faire ses courses près de chez soi et qui consomme donc près de chez soi. Donc c'est important quand même d'avoir ça en tête. Alors finalement, de ce que je vous ai dit là, finalement le slogan, il faudrait peut-être le changer et dire finalement c'est moins de voitures, plus de business. Qui ont tendance plutôt à aller dans ce sens-là. Je vais en présenter juste deux, qui sont en sens les demi-heures sur ce sujet-là, parce qu'en fait elles ont regardé non pas une seule ville, mais plusieurs villes. Donc il y a cette première étude qui a été menée dans 14 villes espagnoles. Le sujet, c'est de voir si la piétonisation était bénéfique ou pas pour les commerces. Donc ils ont analysé 14 villes qui ont piétonisé des rues ou un quartier, et ils ont regardé comment ont évolué le chiffre d'affaires des commerces. Pour ça, ils ont utilisé des données réelles issues des transactions bancaires, en fait, donc les paiements en carte bleue en fait, dans les magasins. Et ils ont remarqué que par rapport à la moyenne des commerces à l'extérieur de la zone, eh bien, les commerces impactés par la piétonisation voyaient leur chiffre d'affaires augmenter et augmenter plus vite qu'à l'extérieur de la zone piétonisée. Ça, c'est intéressant. Ce qui est comme l'étude également, c'est que ça marchait à peu près, ça marchait à chaque coup. Dans les 14 villes, on a eu cette augmentation du chiffre d'affaires. Et ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est que l'effet était encore plus important dans les villes petites à moyennes par rapport aux grosses villes. Donc dans les 14 villes, il n'y avait pas que des très grosses villes, il y avait un petit peu de tout. Et ils se sont rendus compte que l'effet était plus fort dans les villes de taille moyenne que dans les grandes villes. Une autre étude intéressante, puisqu'elle a regardé 45 études de cas, alors c'est dans le contexte américain, c'est aux États-Unis et au Canada, mais ils ont regardé des projets d'aménagement soit cyclables, soit piétons, soit cyclables et piétons. Et on voit assez clairement sur le graphique que la plupart du temps, en fait, on a du vert, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires des commerces a augmenté. Et il y a seulement des cas très rares où le chiffre d'affaires des commerces a diminué. Donc ça marche quasiment à tous les coups. Donc voilà, donc on ne prend pas trop de risques finalement en faisant ce type de politique, y compris dans un contexte nord-américain où la voiture est très présente et où pour le coup vous avez une grosse quantité, bien plus importante que les chiffres que j'ai pu vous montrer là, de clients qui viennent en voiture, et bien ça marche malgré tout. Pour terminer, c'est pas pour terminer, mais je vous ai montré tout à l'heure les deux images de Lille, mais en fait il faut quand même se rappeler que à une époque, nos villes étaient devenues étaient devenues même carrément des parkings à ciel ouvert. N'importe quelle place de n'importe quelle ville dans les années 60-70 était devenue un parking, comme ici on pouvait se garer sur le parvis de Notre-Dame, sur la place Vendôme en bas, sur la place de la Concorde, mais dans toutes les villes on retrouve très facilement ce type d'image d'archives où en fait toutes les places de toutes nos villes étaient devenues des gigantesques parkings. Dans les années 2000, on s'est piétonisé finalement ces espaces, et à chaque fois il y a eu des levées de boucliers. Il y a eu des gens qui nous ont expliqué que ça allait tuer le commerce. Il y a eu des politiques courageux qui ont quand même tenu et qui ont décidé de piétoniser ces places. Et heureusement, et je pense que quand on voit ces images aujourd'hui, elles ont un côté très anachronique. On peut se dire comment on a pu penser que c'est ça qui allait profiter au commerce. Aujourd'hui, finalement, les débats qu'on a et les personnes qui refusent qu'on transforme l'espace public pour mieux accueillir les piétons et les cyclistes, finalement, c'est un petit peu la même chose que ceux qui défendaient finalement le maintien de places de parking devant le parvis de Notre-Dame, quoi. Voilà, ils se trompent clairement. Dans 20 ans, quand on regardera avec un peu de recul la situation d'aujourd'hui, on se rendra bien compte que c'est une vision qui est éculée. Mais voilà, on est là-dedans aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est des débats qui sont pas nouveaux.
La transformation de l'espace public, elle n'est pas nouvelle non plus, elle a au moins 20 ou 30 ans, mais à chaque fois, on fait face au même débat, et dès qu'on le fait, en fait, on se rend compte assez rapidement, au bout de quelques années, que oui, c'était la bonne chose à faire. On a bien fait, évidemment, de piétoniser le parvis de Notre-Dame, comme on fait bien aujourd'hui de faire des piétonisations des pistes cyclables. Mais on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais on s'en rendra compte tout le monde s'en rendra compte dans quelques années. Mais voilà, je voulais un petit peu refaire cette mise au point. Et puis cette fois-ci, pour terminer, je voulais vous parler de cet exemple qui, à mon sens, voilà, qui est exemplaire, qui a été mis en place à donc une ville de taille moyenne qui est généralisable un peu partout. Alors il y a quand même une dimension touristique qui est quand même peut-être une spécificité de la ville, mais c'est une petite ville, 19 000 habitants. Et donc, ils ont une place qui s'appelle la place Chapoux, qui est utilisée comme la place 70 places. Il se trouve qu'il y a une église en plus, qu'on voit à gauche, là, en bas à gauche. La municipalité s'est dit, bon, c'était pas la meilleure manière de valoriser cette place que d'avoir un grand parking. En plus, ça ne met pas trop en valeur le patrimoine. Donc, on va réfléchir un peu à une autre solution qui serait une piétonisation partielle ou totale de cette place. Et ils ont voulu faire les choses bien. Ils ont voulu d'abord avoir des données objectives avant de faire leur choix sur les scénarios autour de la table, les commerçants, les habitants, avoir une vision partagée de l'évolution que devait prendre cette place. Donc, ils ont décidé de lancer 3 enquêtes. Une première enquête stationnement, donc comprendre qui utilise le parking, pourquoi et pour quels usages. Une deuxième enquête auprès des clients des commerces, qui donne des résultats un peu similaires à ce que je vous ai présenté juste avant. Et puis une enquête miroir auprès des commerçants. En quel enseignement de ces 3 enquêtes? Premièrement, c'est que le stationnement, il était très souvent utilisé pour des durées assez longues. Plutôt des résidents qui stationnaient la nuit ou des actifs du secteur qui stationnent la journée, voire même des commerçants qui stationnent là et puis qui travaillent dans leur commerce la journée. Donc, finalement, un stationnement qui est très peu rotatif et qui sert assez peu la clientèle et donc qui participe assez peu au chiffre d'affaires et à l'activité des commerces, première chose. Ensuite, ils ont regardé de proximité, 70% des clients qui viennent autrement qu'en voiture. 2 tiers des clients automobilistes qui accepteraient de stationner à 5 minutes à pied sans avoir forcément envie de stationner juste devant la vitrine du magasin. Et puis une forte adhésion des clients pour les projets d'apaisement, de végétalisation et de piétonisation des rues. Une fois qu'ils ont vu tout ça, finalement, la municipalité a décidé de mettre en place le scénario le plus ambitieux, à savoir la piétonisation totale de la place. Et voilà, ça a été très bien accepté puisque les commerçants ont été associés à la démarche, aux enquêtes. Ils se sont rendus compte des résultats de l'enquête, donc ils se sont rendus compte que ça n'allait pas les pénaliser de piétoniser ce parking, et qu'en plus, il y avait une forte adhésion des clients. Donc ça s'est bien passé. Voilà, donc à la fois en termes de résultats et surtout de processus de concertation, c'est une pratique qui est assez exemplaire et qui a permis de transformer les espaces publics dans un climat tout à fait apaisé et sans point de blocage. Et donc ça, c'est intéressant à la fois dans le projet et dans ses modalités. Donc si maintenant j'en viens aux conclusions, donc comme je le disais en intro, les commerçants souvent s'opposent au projet de transformation de l'espace public. Pour autant, les enquêtes convergent vers les 4 points que j'ai évoqués, mais donc une clientèle de proximité qui vient surtout à pied, des clients qui réclament des espaces apaisés, moins de voitures, et puis des commerçants qui surestiment très souvent le poids de la voiture parmi leurs clients. Alors, pour sortir de ça, on peut s'inspirer de ce qu'a fait Cahors. Je dis toujours, quand je fais cette présentation, vous n'êtes pas obligé de croire mes chiffres. Mais par contre, si vous jugez que le sujet est d'importance, refaites l'enquête. Comme ça, vous aurez des chiffres qui seront peut-être pas les miens, peut-être ce sera les mêmes, peut-être pas, mais faites l'enquête, vous aurez des chiffres qui seront tout à fait, qui correspondront tout à fait à votre territoire. En fait, souvent, les commerçants, quand on leur présente ça, ils n'y croient pas parce que, soi-disant, chez moi, c'est pas pareil, la ville est plus grande, la ville est plus petite, il y a plus de pluie, il y a moins de pluie, il y a du relief, il n'y a pas de relief. Bon, ok, refaites l'enquête. Alors, c'est plutôt à la municipalité de la faire, mais il y a aussi certaines associations de commerçants qui ont fait ce type d'enquête et ça leur a appris plein de choses. En tout cas, il existe des méthodes simples, réutilisables,
que j'ai personnellement pu tester et que je mets à disposition de n'importe qui. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Ça coûte un peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc il est tout à fait possible de faire ce type d'enquête, si possible en amont des projets. Parce que ça arrive trop tard, effectivement, les commerçants se sentent un petit peu trahis et ont l'impression que l'enquête va être juste là pour justifier un projet préexistant. Donc il faut faire l'enquête, mais la faire au bon moment. Et puis il faut associer les commerçants qui ont évidemment leur mot à dire, puisque pour eux c'est quand même vital, c'est l'avenir de leur activité qui va dépendre en partie en tout cas de la politique publique qui sera mise en place. Voilà. Puis il y a aussi, je vais finir là-dessus, des commerçants qui eux-mêmes, lors du passage en caisse, peuvent interroger leurs clients pour essayer de mieux comprendre d'où ils viennent, comment ils sont venus. J'ai plusieurs exemples, notamment à Rouen, j'ai un autre exemple à Liège. Et voilà, à chaque fois, ça a été assez instructif pour les commerçants qui ont mis en place ce type d'initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour l'intervention. On a une petite question dans le chat, je crois que c'est Adeline Tisserand, qui dit si je ne me trompe pas, un bus qui permet d'acheminer les clients d'un parking extérieur de l'hypercentre vers la place du marché. Donc je pense que c'est peut-être le cas de Cahors. Ouais, alors je sais pas si c'est le cas de Cahors ou si c'est une généralité dans la question en l'occurrence, mais oui, souvent, là on va parler de stationnement, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais les enquêtes montrent que les clients sont tout à fait prêts à marcher en fait au moins 1 minute, voire 10. Souvent, en effet, au-delà de 10, ça devient gênant. Entre 5 et 10, souvent ça passe. Et 4-5 minutes, c'est largement accepté en fait. Les clients ne veulent pas stationner devant la vitrine, comme je le disais. D'ailleurs, si vraiment ils voulaient stationner devant la vitrine, bon courage à eux, parce que c'est assez rare qu'on arrive à le faire. Mais oui, avoir un parking qui est à l'extérieur du périmètre et puis avec alors soit des navettes, mais les navettes dans ces cas-là elles marchent jamais très bien, mais bon pourquoi pas, des fois on les met, ou en tout cas des bons cheminements à pied et un bon jalonnement, parce que souvent ce qui pêche ça va être le jalonnement. Une fois qu'on est sur le parking, on ne sait pas bien comment arriver en centre-ville et inversement. Donc un stationnement un peu lointain mais bien jalonné marche très bien, c'est tout à fait accepté de la part des clients. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les écrire dans le chat ou bien à lever la main si vous le souhaitez. Dans tous les cas, voilà, on aura un temps de questions-réponses en fin de session. Il y a d'autres qui arrivent. S'il n'y a pas d'autres questions pour Mathieu, merci beaucoup. Et puis, je vais donner la parole à Juliette Pichot, justement, qui est donc... alors, pardon, je m'interromps moi-même. Il y a une question qui est arrivée ou une remarque sur la période à laquelle l'étude a été faite et puis l'évolution éventuellement qu'il y a eu depuis 2021. Je ne sais pas si sur ce point-là, Mathieu, tu souhaites... Ouais, alors la question de la période elle est importante parce qu'il faut une période qui soit représentative de l'année. C'est-à-dire qu'on va éviter, par exemple, évidemment, les vacances scolaires, on ne va pas faire une étude pendant les vacances parce que l'aide de fin d'année va drainer une clientèle qui est particulière par rapport au reste de l'année. Le mieux, c'est d'éviter les moments où il fait vraiment où la météo est mauvaise parce que les gens, dans ce cas-là, ils ne vont pas s'arrêter s'il fait froid, s'il pleut. Ce qui est bien, c'est par exemple le mois d'octobre. C'est bien, septembre, octobre. C'est vraiment les plus représentatifs de l'année, on va dire, et qui permettent d'avoir des taux de réponse qui sont intéressants et qui permettent d'avoir des données qui sont généralisables à l'ensemble de l'année. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pour les études auprès des consommateurs. Et la question de Nicolas Lhomme, c'était davantage sur l'étude que tu as réalisée, qui datait de 2021, et savoir si depuis, il y a eu des évolutions dans un sens ou dans l'autre de ces tendances au niveau des chiffres que tu nous as présentés. Les chiffres que j'ai présentés, en fait, mixent différentes études, en fait. Moi, j'en ai... en 2018, comme ça. Elles sont toutes datées d'années différentes. Si on veut avoir des choses comparables, ouais, c'est compliqué. Il faudrait que le CEREMA publie une mise à jour de son étude qui a fait la somme de différentes enquêtes ménages, mais qui elles-mêmes sont de dates en fait différentes. Ils ont regardé sur 5 ans, par exemple, les enquêtes ménages, et puis ils ont fait la moyenne. Donc,
compliqué. On n'a pas de vraie étude nationale en fait qui serait réalisée en même temps partout et qui permettrait d'avoir un vrai point de comparaison, comme on peut l'avoir sur le recensement de la population par exemple, qui permettre de savoir comment évoluent les trajets vers le travail. Là on n'a pas ça, donc on est obligé. Mais voilà, en tout cas, le côté baromètre il est intéressant. Et moi, je conseille aux villes qui mettent en place une étude, non pas de le faire en one shot, mais de la faire à un moment, et puis de la refaire dans 5 ans, quoi. C'est ce que fait Bruxelles. Bon, à Bruxelles, ils ont un super outil qui s'appelle, donc la structure qui gère ça s'appelle le Hub Bruxelles, et ils ont divisé la ville en gros en une trentaine de quartiers commerçants, et tous les 4-5 ans, ils refont une enquête dans chaque quartier. Ils font aussi un diagnostic vraiment ils géolocalisent chaque commerce. Ils regardent s'il est ouvert, fermé, le type de commerce, est-ce que c'est du textile, est-ce que c'est de l'alimentation, etc. Et comme ça, ils ont des données hyper précises, évolutives dans le temps, et qui leur permet de piloter de manière hyper fine la politique la politique commerciale en lien avec la politique de mobilité. Merci beaucoup. Il y avait une question, alors qui est une question à plusieurs tiroirs de Perrine sur l'aspect financement finalement de ce type d'enquête auprès des consommateurs, de savoir combien coûte une enquête, s'il peut y avoir des financements de la Banque des Territoires par exemple, et sur comment les clients y allaient à leur rencontre, est-ce que c'est via un prestataire dédié, etc. Alors, il y a plusieurs moyens possibles. Le schéma classique, mais qui coûte cher, c'est de prendre un prestataire et puis on l'envoie et puis voilà, il fait le terrain. Ça permet d'avoir des échantillons qui sont gros, d'avoir 1000 répondants, d'avoir des statistiquement solides. Ça, on va dire, c'est plutôt pour les grandes villes. Une ville comme Paris ou comme, je sais pas, comme Nantes peut se payer ce type de prestation. Pour une ville plus petite, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il est toujours possible de le faire sur des agents municipaux. La difficulté, c'est que l'enquête va faire sur ça. Donc, voilà, mais il est possible de mobiliser des agents municipaux, voire de travailler avec des étudiants. L'enquête sur l'île et Saint-Omer, je l'ai faite avec des étudiants. On a quand même récupéré à peu près 400 réponses. C'est à peu près suffisant, on va dire, d'un point de vue statistique. Et ça a coûté 0. Donc voilà, entre les deux, il y a plein de nuances possibles. Soit on prend un prestataire, mais on essaie de faire en sorte que ce soit pas trop cher, soit on prend vraiment la bonne prestation, alors Cahors a mis le prix, hein. Mais ça peut atteindre facilement 30 000 euros quoi, si on prend un prestataire, ce genre de choses. Donc après, est-ce qu'on est prêt à le payer ou est-ce qu'on préfère payer moins cher en mobilisant des agents de la collectivité, voire en prenant des étudiants? Il y a un petit peu tous les formats qui sont possibles. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on va peut-être, je vois pas d'autres questions. On va passer à la présentation de Juliette Pichot, si jamais vous m'entendez, Juliette. Oui, je suis là. Bonjour. Parfait. Bonjour. Je vais partager votre présentation. Du coup, vous me dites quand c'est bon. C'est OK pour moi. Parfait. Alors, rebonjour à tous. Je suis Juliette Pichot, la présidente de l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Chartres et de l'agglomération, donc de tout le territoire chartrain. Et pour nous, en effet, le vélo est indispensable à Chartres. Alors, parmi tant d'autres choses, hein, parce que bien entendu, il n'y a pas que le vélo. Mathieu parlait des parkings, Mathieu a parlé de piétonisation et je vais vous en reparler aussi. On a créé notre association en 2010. Il y avait un vrai besoin de cohésion et d'avoir des commerçants qui soient fédérés. Notre but, c'est de maintenir et de développer l'attractivité du commerce. Et pour cela, on utilise plusieurs leviers. Nous avons plus de 500 adhérents sur la ville de Chartres et l'agglomération. Donc, on fait partie quand même des associations de commerçants qui commencent à peser sur la ville, puisque la ville de Chartres ne compte que, ou en tout cas par rapport à d'autres villes, 39 000 habitants et une agglomération à 139 000 habitants. Nos adhérents, ce sont donc les commerçants, mais il était indispensable pour nous d'inclure les artisans et tous les acteurs des attractivités commerciales de la ville de Chartres et de l'agglomération.
Et donc, nous fonctionnons avec des subventions de la ville, des subventions de l'agglo. Bien entendu, les cotisations de nos commerçants qui sont absolument et rigoureusement indispensables, et puis des partenaires. Et vous allez le voir par la suite également, nous effectuons pas mal d'événements. Ça permet d'avoir aussi des recettes d'événements. Mon équipe commence à s'élargir. Donc moi, je suis la présidente, mais totalement bénévole de l'association. J'ai Nathalie Casalino qui est développeuse de centre-ville et Chloé Mélard qui est animatrice de centre-ville. Et nous avons recruté là sur le tout début septembre 2025 Sarah qui est en charge de toute la communication. Parce que voilà, ça fait partie aussi de toute notre mission que d'avoir beaucoup de communication. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans le commerce. Ça fait partie des leviers indispensables. Les leviers indispensables aussi, ce sont les événements. On en fait beaucoup dans l'année sur la ville de Chartres, mais aussi sur l'agglomération. Et puis, nous avons d'autres outils comme le site internet, l'application et les chèques cadeaux. Je reviendrai dessus après. Alors, tous ces événements, ils ne peuvent avoir lieu que et uniquement que pour plusieurs simples bonnes raisons. La priorité et le facteur primordial pour ces événements, c'est que ça se passe en centre-ville et nous avons la chance, aujourd'hui, je peux véritablement le dire parce que c'est un vrai retour d'expérience, d'avoir un centre-ville qui est complètement piéton. On a une structure de ville qui est intéressante puisque totalement circulaire et l'agglomération est également très circulaire. Donc un centre-ville qui est tout à fait au centre de ce cercle et qui permet d'avoir une vraie cohésion de territoire. Et la piétonisation se fait au milieu de ce cercle de ville qui permet d'accueillir plein d'événements dans l'année et tous les mois de l'année sont dynamisés par des événements. La piétonisation est indispensable à Chartres pour les commerces, mais aussi pour le mode de transport vélo, pour les piétons qui retrouvent un confort de shopping qui est incomparable. Donc, sur toutes ces places et dans toutes les rues piétonnes, nous pouvons effectuer des événements tout au long de l'année. Alors, ça passe par les apéro-time. Alors, les apéro-time, c'est un concept que nous avons mené plus de 16 fois maintenant. Nous avons fait vendredi dernier le 16e apéro-time. Nous avons déposé le nom apéro-time parce que c'est un événement qui prend beaucoup d'ampleur sur une soirée. La mise en place sur une place de la ville, donc totalement piétonne, de matériel table banc pour les clients, la mise en place de stands alimentaires et boissons. Et en fait, c'est un apéritif où les clients vont pouvoir, à chaque stand, aller chercher les mets et les boissons dont ils ont envie. On a accueilli sur cette 16e édition plus de 9000 personnes sur une seule et même soirée. Et ça fait un chiffre d'affaires à peu près de 200 000 € pour la totalité des commerçants, en sachant que cette 16e édition, ils étaient 22 commerçants. Donc, ça fait déjà des beaux chiffres d'affaires supplémentaires. Et tout ça est possible parce qu'on a des places et un centre-ville piéton qui permet un vrai confort quand nous effectuons nos événements. Tout au long de l'année, nous avons plusieurs festivités qui, effectivement, peuvent être effectuées par ce centre-ville piéton qui a été mis en place grâce à la municipalité actuellement en place, mais cela depuis le premier mandat en 2001. Et dès ce premier mandat, en fait, on a un maire qui est également président de l'agglo, qui a compris qu'il fallait avoir une politique totale et globale de territoire et non pas l'opposition entre la périphérie et le centre-ville. Il a commencé ce chantier, ce gros chantier, par la mise en place de parkings souterrains. Ça revient à ce que Mathieu a dit juste auparavant. Nos parkings, nos business, on le voit à Chartres que quand on a du parking, on a de la fréquentation, c'est indéniable.
Donc, le centre-ville est quasiment entouré de parkings souterrains, une grande capacité d'accueil des clients et un confort puisqu'on laisse la voiture dans le parking du centre-ville afin de pouvoir aller dans le centre-ville piéton. On a aussi eu la chance d'avoir dans cette politique globale de restructuration de ce centre-ville, donc non seulement le fait de retirer le véhicule, de lui laisser moins de place et de laisser plus de place aux piétons et du coup plus de place au dynamisme et à tout ce qui se passe autour, et également la mise en place de structures telles que le cinéma, avec 11 grandes salles de cinéma, de théâtre, puisque 2 théâtres en centre-ville, mais également la construction d'une très très grande salle omnisport en plein centre-ville, juste à côté de la gare. Et tout cela, toute la fréquentation et tous les visiteurs des théâtres, du cinéma, de cette grande salle omnisport et de spectacle, eh bien, ça se fait totalement en piéton ou en tout cas, quand les gens arrivent à Chartres en voiture, ils se garent et ils deviennent piétons pour avoir tout ce confort. On a des événements comme la Prix, les braderies. C'est un chouette événement dans les centres-villes. C'est d'autant plus agréable quand le centre-ville est totalement piéton. Ça aide à avoir un confort de shopping et ça, véritablement, on n'a que des très très bons retours. Alors, les vitrines de Chartres, on fonctionne, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des subventions de la ville et des subventions de l'agglo, les cotisations des adhérents et puis la recherche permanente de partenaires et les recettes des manifestations, comme par exemple les apéro-time. On fait payer les stands aux commerçants. Alors, pour vous donner une idée, les apéro-time, le commerçant paye 290 € de stand. Et voilà, fois 22 pour cette édition, cette 16e édition. Et par contre, effectivement, ils ont la garantie que ça génère un très gros chiffre d'affaires. On va avoir les recettes des braderies, mais les recettes de plusieurs autres festivités sur la ville. Les subventions de la ville et de l'agglomération sont attribuées aux vitrines C Chartres, sous réserve que nous puissions avoir une convention d'objectifs. Alors, dans cette convention, nous devons respecter certains de nos engagements, mais aussi la ville et l'agglo s'engagent à respecter des conditions aussi que nous mettons en avant. Ça peut être, par exemple, la mise à disposition de matériel, la mise à disposition des places et des lieux dans le centre-ville piéton ou hors centre-ville. C'est le cas dans les agglomérations. Et il y a un travail commun qui est mis en place. On ne travaille pas chacun de notre côté et ça fait partie aussi des vrais leviers qui sont extrêmement gagnants en fait. C'est la coordination, l'échange permanent, des événements qui sont co-organisés, des projets communs et un travail qui est permanent avec les services de la ville et de l'agglomération pour tout type de projet. Pour mettre en avant et mettre en lumière tous nos commerçants de la ville et de l'agglomération, nous avons effectué à plusieurs reprises le concours des étoiles du commerce qui revient tous les ans. Et là, on est sur véritablement une mise en lumière des métiers. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Ils sont catégorisés sur 6 étoiles du commerce, chacune avec ses spécificités. Et depuis sa création en 2022, ça ne cesse que de rassembler les commerçants et de pouvoir eh bien, montrer leur métier et leur véritable engagement sur la ville. Ça, c'est des choses aussi, des leviers qui fonctionnent très bien. Alors, il y a tous les outils dont je vous parlais tout à l'heure qui participent aussi à l'essor des vitrines C Chartres, mais aussi au bien-être que les commerçants peuvent avoir sur la ville et sur l'agglo. On leur met à disposition ces outils à partir du moment, bien entendu, où ils sont adhérents. Vitrine digitale, chacun a sa vitrine digitale personnalisée avec son espace produit, son espace de bon d'achat. Et on voit qu'il y a de plus en plus de visiteurs sur
ces outils, et d'autant plus, nous sommes à 1 heure de Paris. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse fréquentation sur le digital de tout ce qui est région parisienne. La présence sur les réseaux sociaux qui, pour le coup, est absolument indispensable. Nous mettons aussi également en place l'outil des chèques cadeaux. Donc ça, c'est un outil qui est très, très intéressant puisque ça génère du chiffre d'affaires supplémentaire. On peut vendre ces chèques cadeaux aux entreprises, il y a une défiscalisation possible, mais également aux particuliers. Et on s'aperçoit qu'il y a non seulement des particuliers du bassin chartrain qui utilisent ces chèques cadeaux, mais également hors département. On vend pas mal de chèques cadeaux sur des départements limitrophes ou pas, parce qu'on a des consommations qui se font dans tous les départements français et qui après sont réinjectées dans les chiffres d'affaires des commerçants de la ville de Chartres. Alors, c'est tout simplement les grands-parents qui achètent des chèques cadeaux pour les petits-enfants qui habitent à Chartres. C'est acheter en extérieur, mais consommer sur le territoire. Ça, c'est un vrai levier très intéressant. Et puis, nous avons mis en place aussi un avantage pour... c'est un avantage pour les commerçants, mais c'est un vrai avantage aussi pour les clients. C'est un lien direct avec le parking, puisque nos commerçants ont la possibilité d'offrir du temps parking avec des tarifs que nous avons négociés pour eux. Ils peuvent offrir du temps parking à leurs clients. Donc, on a une vraie consommation également de temps parking, au lieu d'avoir une carte de fidélité avec des avantages stricts aux commerçants en question. Eh bien, là, on peut avoir les temps parking offerts et qui... Alors, je ne sais pas, Juliette, si vous nous entendez. Moi, je ne vous entends plus. Un petit souci avec la connexion de Juliette, je crois. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à... Je crois que vous êtes de nouveau connecté et mobile sur votre image. Entendez. Oui, oui, c'est tout bon. Ah, non. Voilà pour les outils. Il a été mis en place également la maison du vélo. Donc ça, c'est un dispositif très intéressant sur la ville. La mise à disposition de vélos pour les habitants, c'est des déplacements qui sont plus paisibles et plus agréables pour le centre-ville. Pour les commerçants, c'est un vrai bénéfice puisque les clients sont bien eux aussi plus apaisés. La mise en place du plan vert, donc 21 km de pistes cyclables tout autour de Chartres et de l'agglomération. Là encore, un dispositif qui est intéressant parce que les balades en vélo se font de plus en plus facilement et rendre les clients véritablement plus paisibles. Là, on le voit véritablement. La piétonisation de Chartres a été assez précoce puisque les prémices de cette piétonisation ont été effectuées en 1971, mais l'accélération s'est faite depuis 2001, premier mandat du maire et président de l'agglo. Et en effet, au fil des années, on a de la piétonisation supplémentaire. La mise en place de bornes, tout simplement pour avoir cette piétonisation qui soit efficace et active, et les places des commerçants deviennent bien plus paisibles avec des terrasses de restaurateurs, avec des espaces pour nos événements, et ça c'est quelque chose qu'on savoure véritablement à chaque instant puisque le centre-ville est totalement apaisé. On a également la mise en place d'une zone 30 qui a été généralisée sur la ville afin d'avoir certes une place de la voiture, mais une place qui est plus douce,
qui est plus agréable. Je ne sais pas si je l'ai mise dans le... Non, je ne l'ai pas mise dans la présentation, mais depuis quelque temps, un des objectifs de la municipalité est de retirer les feux de signalisation afin de pouvoir... suppression de 50% des feux tricolores afin de pouvoir avoir également des modes de transport, en tout cas le déplacement de voitures qui soit plus doux et paisible, donc, et plus fluide. Et ça, c'est très efficace également. Donc en fait, vous l'aurez compris, sur la ville de Chartres, on a une piétonisation qui a été effectuée de bonne heure, une mise en avant du vélo et de pistes cyclables, la maison du vélo, etc., qui ont permis de donner toute sa place à ce mode de transport apaisé. Et puis, eh bien, une cohésion, une coordination entre nous, associations de commerçants, qui sommes là vraiment pour donner la parole aux commerçants, mais également pour créer des événements dans ces espaces piétons qui permet d'avoir une attractivité, un dynamisme que certaines villes nous envient aujourd'hui. Effectivement, alors il y a encore du travail, on n'a pas la science infuse et tout n'est pas parfait. Cependant, on a quelques temps d'avance et on profite de ce temps d'avance pour pouvoir aller encore plus vite et aller encore mieux pour que nos commerçants aillent encore mieux. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la ville de Chartres et tout ce travail qui a été effectué. Merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation. Alors, on a déjà une question. Oui. Dans la liste. Avez-vous une zone commerciale en périphérie? Alors, nous avons la chance de n'avoir alors 2 zones commerciales en périphérie, une qui est assez vieillissante, qui n'est pas très très grande, la zone commerciale de Carrefour, et qui n'a jamais été une problématique pour le centre-ville. Et puis une deuxième, un Leclerc qui s'est déplacé, qui était déjà sur l'agglomération, mais qui s'est un petit peu déplacé, un peu plus en extérieur de la périphérie même de l'agglomération, en fait, qui est de l'autre côté de la rocade, alors qu'elle était à l'intérieur de la rocade. Et cette zone commerciale, au début, tout le monde en avait véritablement peur. Le travail de cohésion ne s'est pas effectué parce que c'est difficile de faire comprendre aux commerçants d'une association de commerçants, quand bien même moi, présidente, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'il y avait des choses à faire avec cette zone périphérique. Je me suis vite heurtée à des commerçants qui n'étaient pas très contents. Dans ces cas-là, il vaut mieux travailler de manière différente. On n'est pas en confrontation. Chacun travaille dans son secteur. Et finalement, cette zone commerciale qui a été un petit peu agrandie n'a jamais été une problématique pour le centre-ville. Moi, je pars du principe que plutôt que de se heurter à une zone commerciale, il vaut mieux mettre en place dans son centre-ville des actions, des événements et tout un tas de choses qui puissent faire ressortir nos commerçants, les mettre en lumière et avoir une émergence qui soit plus intéressante que la confrontation. Merci beaucoup pour cette réponse. Si on n'a pas d'autres questions, peut-être qu'elles vont encore venir. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au retour d'expérience de Guillaume Baldi, de la ville de Figeac. Et je le rappelle, ce sera toujours possible de poser des questions en fin de webinaire. Guillaume Baldi, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord pour ces témoignages extrêmement intéressants dans lesquels vous allez voir, nous on se retrouve assez sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bon, d'abord peut-être rapidement recontextualiser parce que Figeac c'est beaucoup plus petit que Chartres, même si c'est aussi beau. Et donc Figeac c'est donc une ville d'environ 10 000 habitants. Donc un peu moins en population mixée, un peu plus en population totale selon ce qu'on prend comme chiffre. Et c'est donc une sous-préfecture du Lot. Et c'est une ville, la ville-centre d'un territoire commune de 92 communes qui représente 45 000 habitants environ. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes proportions et nous, on est à 6 ou 7 heures en train de Paris et à 2 heures de Toulouse.
Voilà. Et puis 1 heure en gros de Rodez, Brive, Aurillac, qui sont après les préfectures les plus, Cahors bien sûr, les plus proches de nous. Donc on est vraiment un pôle de centralité au milieu d'un territoire qui est relativement peu dense en habitants. Ça, c'est pour un peu planter le décor. Ensuite, Figeac est donc une ville médiévale qui se trouve dans une vallée, dont tout le centre-ville est concerné notamment par un BPRI avec voilà, des contraintes géographiques qui sont quand même relativement fortes. Et en revanche, une richesse patrimoniale assez importante, puisque aujourd'hui on est une ville médiévale avec un secteur sauvegardé, et donc un centre-ville très patrimonial. Voilà pour la petite introduction. Peut-être rapidement, en fait, j'essaie de mettre en... Excusez-moi, j'essaie de mettre ce qui est projeté actuellement en grand écran chez moi. Bon, j'arrive pas, tant pis. Non. Ça y est, j'y suis. Je pense, oui, voilà, j'y suis. Donc, pour recontextualiser dans le temps maintenant, donc on a un centre-ville qui a fait l'objet de premières opérations de piétonisation au tout début des années 80, avec 2 rues qui étaient un peu emblématiques, qui étaient la rue Gambetta et la rue d'Ouzou, qui donc ont été piétonisées, qui sont piétonisées toute la journée, et le reste du centre-ville qui était jusqu'à peu finalement qui continue à être ouvert aux voitures, à l'exception du samedi matin, puisqu'il était fermé pour accueillir le grand marché hebdomadaire qui prend tout le centre-ville. Il y a 5 ou 6 ans de ça déjà, donc nous avons proposé de tester la piétonisation estivale tout d'abord, et donc de fermer en juillet et en août l'ensemble du centre-ville pour le rendre aux piétons. Dans le même temps, nous avions un projet, vous le voyez là sur la photo, c'est la place Carnot, la place de la Halle, qui préalablement à la photo que vous voyez là, il y avait une route en enrobé qui faisait le tour de la Halle. La Halle était surmontée, surélevée par rapport à la route par une dalle béton. Et donc les voitures circulaient autour de la Halle, qui est vraiment le cœur de l'hypercentre de Figeac. Et donc on avait un projet dans les cartons depuis un certain nombre de temps déjà de réaménagement de cette place. Et au préalable au réaménagement de cette place, on a fait, comme sont en train de faire actuellement nos collègues de Cahors, que vous évoquiez tout à l'heure, un certain nombre d'études pour connaître les habitudes et les attentes à la fois des commerçants et surtout des usagers des commerces, c'est-à-dire des clients. Et donc, on a tenu des stands sur des périodes de 2-3 heures à différents moments de la semaine et à différents horaires pour essayer de toucher tout le monde. On a distribué des questionnaires, on l'a fait avec des élus, des agents municipaux, pour savoir, pour essayer de comprendre ce qui fonctionnait moins bien et ce que les gens attendaient. Et effectivement, on a une très grosse proportion de gens qui ont, de clients et d'usagers de la place qui ont effectivement largement plébiscité la piétonisation, ou en tout cas le fait de pouvoir sortir les véhicules, apaiser les circulations pour pouvoir déambuler avec plus de sérénité. On a aussi une discussion avec l'association des commerçants figeacois, avec qui on travaille régulièrement et qui évidemment est financée par la ville, qui lui apporte des subventions. On a donc ces discussions, et là, on avait effectivement des avis plutôt partagés, des gens qui voyaient un intérêt à la piétonisation, d'autres qui étaient sceptiques, et on a eu, comme partout ailleurs, le débat sur nos parkings, nos business, et l'intérêt de la piétonisation. Et donc, on a bien vu quand même qu'on a des clients qui étaient plutôt en attente de moins de voitures, et on avait un certain nombre de commerçants, pas tous pour être honnête, qui craignaient que la disparition des voitures nuise à leurs affaires. Il faut rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est un département qui est très rural,
peu dense, où la plupart des habitants sont quand même très dépendants aux mobilités individuelles et aux voitures. Même si Figeac, malgré ses 10 000 habitants, bénéficie de 12 lignes de transport gratuits depuis 2003, ce qui fait la plus petite ville, je crois, à bénéficier d'un réseau de transport de bus gratuit de cette ampleur. On transporte environ 300 000 passagers par an. Donc ça vous donne une idée du flux que ça génère. Et donc, fort de tout ça, on a essayé de penser le projet et de tester la piétonisation juillet-août en disant, écoutez, on fait un test et puis on fera le bilan à la fin de l'été. Donc, le premier été s'est déroulé. On est effectivement revenu vers les commerçants pour faire ce test. Nous avons conclu ensemble que ça méritait de faire un deuxième été pour savoir exactement où nous allions. Le deuxième été a été concluant, mais avec un discours qui dit l'été c'est bien, le reste de l'année c'est plus compliqué, il y a moins de touristes, etc. Donc on reste là. On a fait ça tous les étés, et cette année, en plus de l'été, on a fermé pendant 15 jours sur les vacances de printemps. La conclusion est plutôt positive aussi. Et là, on a quelques expérimentations sur certaines activités commerciales. Il y avait le week-end dernier la grande braderie des commerçants avec le dimanche le grenier. Et on a là aussi fermé une partie du centre-ville à la circulation, bien que nous soyons en dehors des périodes classiques de piétonisation. Donc tout ça fait son chemin. Il y a évidemment toute une communication qui a été organisée autour de ça. Pour informer, faciliter l'accès. Et surtout, on a développé tout un jalonnement avec un réseau de parking, j'aime pas dire périphérique, le bon mot serait péricentral, mais c'est peut-être un peu techno. En fait, c'est des parkings qui sont développés entre 5 et 10 minutes à pied autour du centre-ville. Là aussi, pour vous donner une sorte de grandeur, donc Figeac, on a 2400 places de parking, 1800 gratuites, mais en revanche, toutes les places de l'hypercentre sont payantes. Et on vient de mettre en place une réforme du stationnement où on a limité la durée du stationnement à 2 heures max en hypercentre et à 4 heures autour pour générer le plus possible de la rotation et pour que le plus de personnes dans la journée puissent accéder au centre-ville. Dans le même temps, depuis ces dernières années, on a développé à la fois des infrastructures cyclables et des services. Donc sur les infrastructures, vous en avez quelques-unes là sous vos yeux. Vous avez du stationnement relais parking plus vélo. Donc là, à gauche, vous voyez un garage à vélo sécurisé. Donc vous pouvez laisser votre vélo là si vous habitez en dehors de la ville, venir avec votre voiture, déposer votre voiture et votre vélo vous attend, et toute la journée, vous pouvez utiliser le vélo, vous n'avez plus besoin de la voiture. Nous avons donc multiplié aussi les épingles à vélo en centre-ville parce que là aussi, dans la discussion avec les associations qui promeuvent, eux, la pratique du vélo à Figeac, on avait des retours sur, nous, c'est compliqué d'aller faire ses courses à vélo parce qu'on ne trouve pas partout de quoi attacher nos vélos, etc. Donc, on a multiplié les épingles à vélo. Et ensuite, pour les gens qui habitaient en centre-ville ou les gens qui venaient en voiture se garer un peu loin, on a développé les box à vélo sécurisés, donc, qui permettent, soit parce que vous habitez en appartement où vous n'avez pas de garage, de pouvoir sécuriser votre vélo la nuit, soit parce que là, voilà, juste derrière les box que vous voyez sur la photo de droite, il y a un parking, soit, encore une fois, venir en voiture jusqu'au parking et finir à vélo et donc travailler l'intermodalité voiture plus vélo pour accéder au centre-ville. Dans le même temps, c'était au début de ce mandat, nous avons considéré l'hypercentre comme une zone de rencontre. C'est-à-dire que dans tout l'hypercentre, pour apaiser la circulation, nous avons donc mis en place la zone de rencontre, c'est-à-dire que c'est limité à 20 km/h, et c'est une zone dans laquelle les piétons sont prioritaires sur les vélos, et les vélos sont prioritaires sur les voitures, dans tout le centre-ville commercial. Pour vous donner une petite idée aussi de ce que c'est le tissu commercial à Figeac, c'est environ 250 cellules commerciales, c'est beaucoup pour une ville de 10 000 habitants, c'est près du double de la moyenne des villes de 10 000 habitants.
Et tout à l'heure, vous évoquiez les taux de vacances. Moi, j'ai fait le point. On est à un taux de vacances qui est autour de 8%, donc qui est très faible. Donc, beaucoup de commerces, un taux de vacances faible. C'est l'avantage de l'inconvénient, puisque je le disais tout à l'heure, on est une petite ville, mais on est vraiment un pôle de centralité au milieu d'un territoire où, à moins d'une heure de voiture, on ne trouve pas de ville plus grande. Et donc, on a une densité commerciale, elle, qui, en revanche, est très importante, avec un taux d'occupation qui, lui aussi, est très important. Et tous ces dispositifs, évidemment, ils ont pour objectif à la fois d'apaiser la circulation, pour avoir une expérience de shopping qui est plus détendue, dans laquelle on est moins vigilant, il y a moins de bruit, et donc augmenter la commercialité du centre-ville. Dernièrement, on a eu la chance, mais je pense qu'il en parlera tout à l'heure, donc d'accueillir le dispositif des béquilles à vélo. Vous voyez là à l'image. Et donc, on a là aussi travaillé avec un réseau de commerçants, en sollicitant certains commerçants de l'association pour savoir s'ils acceptaient d'expérimenter ce dispositif. Donc là, l'objectif, c'est de fournir, c'est la ville qui fournit aux commerçants le dispositif de béquilles à vélo, et le commerçant, lui, s'engage à le sortir et à le rentrer chaque jour. Donc ce dispositif, il a de petites roulettes, il rentre, il sort, il se positionne devant le commerce, en accord avec les services municipaux évidemment, et il permet en fait d'avoir de l'arrêt minute pour les vélos. Voilà, et je refaisais un tour ce matin en rentrant là, de la mairie, et j'ai vu un certain nombre de béquilles qui étaient utilisées, et voilà, je refais un tour aussi à certains commerçants qui plébiscitent ce dispositif et qui permet vraiment d'aller stationner son vélo devant l'enseigne. Tout à l'heure, on disait que certains automobilistes aimeraient rentrer dans la boulangerie avec la voiture pour acheter la baguette. Hein, c'est un peu l'image qu'on prend souvent. Et bien là, on peut presque le faire en vélo. Donc là aussi, l'objectif est vraiment de faciliter l'usage des mobilités douces et de favoriser l'usage des mobilités douces et de regarder comment ça peut servir les intérêts, la stratégie commerciale des commerçants et du secteur. Voilà pour ce que je peux vous dire de l'expérience Filaqual. Je pourrais en parler encore longtemps. Peut-être on peut répondre aux questions. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Pardon, je voudrais, pour amener de Mathieu Chessigné tout à l'heure, nous, on a pris un abonnement, vous savez, aux données Fluvision. Fluvision, c'est les données d'Orange pour savoir comment est fréquenté votre centre-ville grâce au téléphone portable. Et là aussi, on se rend compte que la piétonisation, elle est intéressante de ce point de vue-là, du point de vue de la fréquentation, et permet même de comprendre les horaires. On s'aperçoit, pour nous, en l'occurrence, que le pic de fréquentation, il se fait entre 11h et 15h en centre-ville, et que c'est là qu'on a le plus de déplacements à pied, par exemple. Donc ça, c'est des données aussi qu'on essaie d'utiliser pour améliorer la stratégie commerciale de nos personnes. Voilà, je peux répondre à vos questions ou je peux continuer comme vous voulez. Merci beaucoup, Guillaume. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors là, on vient d'en avoir une. Est-ce que les stationnements vélos mobiles, qui sont sortis et rangés par le commerçant chaque jour, sont utilisés uniquement pour le commerce immédiatement à proximité, où tout le monde peut s'y garer et rester tout le temps qu'il veut? Alors, aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de police municipale qui vérifie la durée du vélo. Mais là, celui que vous voyez sur la photo, par exemple, bon, c'est deux commerçants qui se sont dit, on va en prendre un pour deux. Et comme on n'a pas forcément les mêmes jours d'ouverture, on va pouvoir gérer à deux et l'optimiser en quelque sorte, mutualiser. Donc pour l'instant, moi, je n'ai pas de retour de conflit d'usage. C'est quand même globalement utilisé pour du stationnement minute. Donc parfois, ça bénéficie à un collègue qui gère pas la béquille à vélo. Mais bon, il y a a priori une bonne entente entre commerçants et au contraire, ça va peut-être inciter d'autres à le mettre en œuvre. Mais non, on ne vérifie pas le fait que la personne qui met son vélo aille vraiment dans le commerce qui le gère. C'est la règle du jeu, mais il n'y a pas de contravention, si vous voulez.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que Cyril pourra aussi apporter des éléments complémentaires lors de la prochaine présentation. Et on a encore une question. Pour information, combien y a-t-il de touristes en été à Figeac? C'est une excellente question. Je n'ai pas forcément les chiffres exacts en tête, mais je peux vous dire par exemple qu'on a un musée du ciné et de l'écriture qui fait plus de 40 000 entrées, et on a le secteur touristique, c'est avec l'aéronautique et l'agroalimentaire les trois piliers de la richesse locale. Donc c'est quand même un secteur important. Voilà. Merci. Du coup, on a encore une autre question. Combien coûtent ces stationnements vélomobiles? Et du coup, si vous n'avez pas le coût exact en tête, je pense que Cyril pourra aussi l'apporter. Voilà, alors, moi, il se trouve qu'on a la chance d'être la première ville à les avoir accueillis, donc c'est une expérimentation. Et nous, on a fait le choix de les louer pendant 1 an. Donc, on fera le bilan à la fin de l'année. Si effectivement ça fonctionne, on va les acquérir, voire en acquérir des supplémentaires. Mais en gros, nous, on les a loués pour cette année. Et je laisserai peut-être Cyril développer les prix unitaires. Je crois que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc, si certaines vous viennent, n'hésitez pas à les poser. On les prendra en fin de webinaire. Et en attendant, je vous propose de passer à la présentation suivante de Cyril, qui va nous présenter son dispositif qui a notamment permis la mise en place de ces appuis vélo mobiles. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'aurez compris, je vais rentrer dans le dispositif commercial qui est expérimenté sur la ville de Figeac et 10 autres territoires d'Occitanie. La ville de Figeac a été effectivement notre premier déploiement. J'en profiterai pour saluer l'excellent travail de Gladys et Sophie, les 2 agents de la collectivité qui ont mené d'un très bon tambour la mise en place pour cet été du dispositif. Je reviendrai sur d'abord la structure qui gère justement ce programme que nous avons créé. C'est l'association Cyclo-Consommateurs. On est un collectif né dans le Gers, donc département très rural, et notre projet, notre engagement est justement de faire une place du vélo dans les centres-villes et les centres-bourgs. On voit effectivement par le brossage de Mathieu que beaucoup d'initiatives sont prises dans les grandes villes, mais également certaines sont prises en milieu rural, et c'est surtout sur cette activité du milieu rural sur laquelle nous nous intéressons avec Cyclo-Consommateurs, même si nous n'excluons pas de travailler avec des métropoles dans le quartier de Montpellier qui va être également équipé prochainement. Donc avec Commerce Enseigne, ce que nous avons voulu, ce sur quoi nous nous sommes concentrés, ça va être ce trajet domicile-commerce à vélo. C'est pour nous l'angle mort de la politique des schémas cyclables aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne met pas les commerces dans la boucle des déplacements à vélo, difficulté d'aller plus avant. Donc pour nous, il était très important justement que le commerce soit dans cette boucle-là, à plusieurs titres, justement pour être dans la politique publique de revitalisation et un soutien économique. C'est-à-dire que nous voyons, nous, en usager à vélo, un client. C'est pour ça que nous avons nommé l'association Cyclo-Consommateurs. C'est vraiment tout le sens, nous, de notre démarche, c'est que le vélo, pour nous, c'est un moyen de déplacement. La personne qui se déplace avec lorsqu'elle va venir en ville, certes, c'est un usager de la ville, mais c'est aussi un consommateur potentiel pour les commerces de proximité. En quoi, justement, l'attractivité de nos centres-villes est importante? On retrouve un petit peu l'augmentation de la place commerciale qui se fait depuis à peu près 12 à 18 mois. On va avoir, bien entendu, en cascade de cela, plus de redressement, plus de procédures collectives des commerces. En moyenne, aujourd'hui, c'est une entreprise sur 8, un commerce sur 8 qui se retrouve en position de redressement judiciaire. Donc, il est très important pour une ville de mettre un regard très vigilant justement sur l'attractivité de son commerce. Et en miroir,
on a 36% des Français qui déclarent utiliser régulièrement le vélo, soit 17 millions, mais on a une part modale à vélo qui est inférieure à 4%. Donc ça veut bien dire qu'on doit avoir à un moment des freins qu'on doit pouvoir lever de manière à transformer justement ces déclarations d'usagers en réalité terrain. Nous, celle que nous avons identifiée, c'est celle qui est en deuxième position dans les doléances de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est le stationnement. C'est une action sur laquelle nous avons un moyen, un levier, comme vous l'avez entendu dans le témoignage de M. Baldi, avec le volet 2 de notre programme, qui est l'équipement. Donc, dans le programme Commerce Ansel, vous avez 3 piliers. Donc, le pilier de sensibilisation, qui est notre premier pilier, comme le dit Paul, l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, nous, à ce niveau-là, on a créé un kit de sensibilisation illustré avec l'artiste de réputation Claude, où justement, ce que nous avons voulu, c'est amener des slogans compréhensibles de tous, mais qui ne soient surtout pas dans le clivage. Car nous avons créé Commerce Ansel, programme de revitalisation clé en collectivité, où tout a été pensé de manière à rendre le dispositif compréhensible et fluide dans sa mise en place. Et surtout, on l'a fait depuis la vitrine du commerçant. Le commerçant, lui, ses clients, il les accueille par tout mode de déplacement, que la personne soit à pied, elle soit en voiture, à vélo, en transport en commun, et comme je me plais à le dire de temps en temps, en fusée. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est arriver à convertir un petit peu la pratique, à accompagner le changement en expliquant, en faisant la démonstration, en expliquant à l'automobiliste que peut-être il peut être également un cycliste. Parce que dans notre vie, on a tous été peut-être à un moment soit automobiliste, soit usager des transports en commun, soit cycliste. Donc ce que nous essayons au travers de ce kit de sensibilisation, c'est de dire à l'usager de l'automobile, peut-être que c'est vos habitudes parce que vous n'avez pas trouvé d'arguments ou de solutions pour passer sur le vélo, mais est-ce que le dernier kilomètre pour vous déplacer dans le centre-ville, de temps à autre, avant que cela devienne régulier, vous ne pourriez pas l'essayer à vélo? Donc ça, c'est l'objet de notre kit de sensibilisation ouvert à tous les usagers avec un accent particulier sur la pratique du vélo. Ensuite, donc, il y a le volet de l'expérimentation du stationnement arrêt minute. On a voulu, très honnêtement, reprendre les mêmes codes que pour les automobilistes. Donc, je ne l'ai pas dit en préambule, mais l'association cyclo-consommateurs, on est composé d'un collectif de 10 personnes, tous avec des expériences autour du commerce ou du monde de l'entreprise. Vous avez des personnes qui accompagnent la création d'entreprises, anciens commerçants, présidents de commerçants, élus, managers de centre-ville, directeurs d'agences économiques. Donc, c'est-à-dire que nous, on a identifié que si on veut faire switcher des personnes, il ne faut pas qu'on il faut même qu'on retrouve les mêmes habitudes. De fait, la notion d'arrêt minute, c'est quelque chose qui est très familier dans l'usage de la voiture. Donc, on a voulu l'appliquer exactement aux cyclistes. Et de la même manière, on a voulu également créer un outil où le commerçant n'était pas passif. C'est-à-dire que souvent, la demande des commerçants, elle vient majoritairement de deux problématiques. Une première qu'a déjà abordé Mathieu, qui est celle où un commerçant va toujours faire remonter l'information et sa grogne par rapport à l'attitude de ses clients. Lorsque vous avez dans votre journée une quarantaine, une cinquantaine de clients, vous en avez 10 qui vont râler parce que ce jour-là, ils n'ont pas pu correctement se garer. Vous oubliez que les 40 autres ne sont peut-être pas venus en voiture ou se sont très bien garés. Donc, de fait, véhiculer couramment la grogne, vous est remonté. Donc, ça, c'est un premier frein. Et on va essayer d'y lutter avec notre troisième volet. Et l'autre frein, c'est celui où généralement la politique de la ville, vous êtes un petit peu concerté, mais lorsque vous allez avoir une piétonisation, vous allez obligatoirement se faire de vous n'allez pas agir, vous n'allez pas avoir de prise sur le temps que les travaux se réaliser, vous n'allez pas avoir de prise sur les matériaux, donc vous allez rester très passif, que vous acceptez. Et là, avec ce stationnement-là,
le commerçant est actif de votre politique de la ville. Et ça, c'est très important parce qu'en management de transition, ça peut complètement changer toute perception ou toute grogne sur un projet, parce que la personne qui se sentira acteur du projet, elle sera obligatoirement un ambassadeur du projet. Donc, ce stationnement, comme le présentait M. Baldi, c'est un stationnement de marque Béquille, donc qui peut accueillir simultanément 2 vélos, comme vous le voyez sur la photo devant le photographe de la ville de Figeac. Les deux emplacements, les 2 appuis vélos pour sécuriser le vélo avec son propre matériel est espacé d'une tablette de 50 cm. Cette tablette permet à la fois d'écarter la gêne entre les guidons et de permettre toujours des recherches d'améliorer l'expérimentation du client, lui donner le même confort d'usage qu'on peut avoir avec une voiture. Ça, pour nous, c'est vraiment très, très important de mettre à disposition des outils du programme commercial qui vont toujours aller chercher l'amélioration de l'expérience client pour justement que le commerce puisse au mieux, ainsi que la collectivité, appréhender les outils mis à disposition. Donc, ce stationnement, on voit très bien le panneau qui va indiquer son usage. C'est un usage qui est d'arrêt minute et vous avez une petite notice d'usage qui vous est mis à disposition, que le commerçant le rentre et le sort à ses heures d'ouverture, que le soir, bien entendu, donc de fait, il est rentré, ce qui fait que tout vélo qui serait encore stationné à 19 h pourra se voir retiré en sectionnant son cadenas. Ce jeudi, nous l'avons déployé, on n'a pas constaté avoir cette pratique. Bien au contraire, c'est très bien intégré par l'usager. Et donc le stationnement est sur roulette, donc il peut rentrer et sortir au quotidien, et on peut le sécuriser dans l'espace public au besoin si on souhaite qu'il soit sécurisé par un système de chaîne et d'ancrage dans le sol. Donc ça, c'est pour l'équipement. Et ensuite, donc, on a un troisième volet qui est un jeu concours, mais qui dissimule une enquête. Ou une enquête qui est stimulée par un jeu concours. Je vous laisserai approprier cela. On a l'habitude, quand on est association de commerçants, on l'a vu par le témoignage de Juliette, qu'effectivement, une association de commerçants, ça crée des événements pour aller chercher justement du flux public et du client. Avec notre jeu concours, donc on veut aller un petit peu plus loin. Donc on le débute là aujourd'hui avec le début de la semaine des mobilités jusqu'au 31 octobre. Donc on veut aller un petit peu plus loin que récompenser la fidélité des clients. On débute la participation au jeu concours par une enquête qui rejoint les propos introductifs de Mathieu. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons à ce moment-là, c'est pouvoir enquêter, étudier à la fois sur les modes de déplacement des clients. Donc le concours est ouvert à tout public qui vient en centre-ville. Il n'est pas réservé aux cyclistes. On ne doit pas montrer la plaque d'immatriculation de son vélo, même si on n'en a pas sur les vélos. On ne doit pas, voilà, c'est ouvert vraiment à tous les clients. Ce que nous voulons, c'est savoir comment vous placez dans votre... Est-ce que vos déplacements viennent spécifiquement pour le commerce dans lequel vous allez vous rendre, ou est-ce que c'est dans un déplacement enchaîné, dans une boucle des déplacements? Et ensuite, qu'est-ce que vous venez un petit peu consommer? De quelle manière vous consommez également, pour qu'on puisse aller chercher la statistique sur le panier moyen du client à vélo, comparé aux autres modes de déplacement. Bien entendu, cette enquête, ce jeu concours, peut être répété autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'il y aura d'édition sur le territoire. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil à la décision publique qui, pour nous, était très important. Comme je vous disais, on a voulu créer Commerce Incel comme un concept, un programme clé en main pour la collectivité. Donc pour nous, il était important aussi que la collectivité ait de la donnée, les belles informations sur les déplacements dans son centre. Sur la ville de Figeac, on a également déployé un compteur qui aujourd'hui est sur
sur une des vitres de la mairie. Et donc, ça, par exemple, ça nous permet d'avoir en temps réel à cet endroit-là les modes de déplacement des personnes. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les vélos représentent 3% des déplacements devant cette borne qui est à la fenêtre de la mairie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va généraliser pour la deuxième édition. FIJAC a été très proactif pour accueillir le programme dès cette année sur son territoire. Et donc, on a voulu essayer quelques outils complémentaires avec eux, tels que ce compteur de flux devant un point fixe qui est celui de la mairie. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a 10 territoires qui sont engagés, répartis sur 3 départements, le 65, le 32 et le 46, avec une particularité pour le département du 65. Alors, j'ai noté précisément territoire, j'aurais pu mettre collectivité, à ceci près que sur le 32, les territoires sont engagés par l'association des commerçants. C'est l'association des commerçants qui est souscripteur au programme. Dans le 46, dans la ville de Figeac, c'est la commune qui est souscripteur. Et dans le 65, c'est la préfecture qui est souscripteur. Car nous le faisons dans le cadre d'une étude copilotée avec le CEREMA pour justement étudier un petit peu plus la place du vélo et l'impact sur le commerce. C'est une étude qui sera compilée pour la fin 2026. Et l'objectif pour 2026, ça va être d'engager 25 territoires ou plus, je ne m'arrêterai pas à 25, on entendra tous ceux qui voudront également nous rejoindre, dans justement le programme Commerce en Selle et la souscription au programme pour une collectivité, une association, pour une identité, est à partir de 2 750 €. Dans ce prix-là, vous avez la mise à disposition de tous les outils. Donc, c'est le jeu concours, le retour, bien entendu, de la statistique qui est traité en interne, les visuels du kit de sensibilisation et la mise à disposition à l'expérimentation de 5 stationnements. Et ensuite, si vous souhaitez augmenter le nombre de stationnements, donc FIJAC est parti sur une souscription avec 10 stationnements, car le centre-ville se prêtait très bien à un maillage de 10 stationnements, et on peut aller jusqu'à une vingtaine de stationnements en expérimentation. Et avec la ville de Figeac, donc nous avons une mise en lumière inattendue justement du programme à l'occasion d'un reportage pour le JT de France 2 qui a été diffusé le 18 août. Voilà, je pense que j'ai été le plus complet pour laisser un maximum de place aux questions. Super, merci beaucoup Cyril pour votre présentation, c'était très clair. Donc n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la conversation, que ce soit pour Cyril ou bien plus largement pour les autres intervenants qui ont précédé. Pour le moment, je ne vois pas de questions, mais je reste en veille. Et puis, si vous souhaitez également lever la main directement pour poser votre question à l'oral, c'est possible aussi. Donc, je pense qu'on avait répondu, notamment via cette slide, à la question de Hélène sur combien coûtent ces stationnements vélo mobiles. Je ne sais pas s'il y avait un complément à apporter, mais je pense que c'était bon. Visiblement. Oui. Oui. Ok, parfait. J'attends de voir s'il y a des personnes qui sont en train d'écrire une question dans le chat. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation, Cyril. Et puis, il y a une question de Nicolas qui arrive en petits morceaux, je pense. C'est une question sur le jeu concours. Est-ce que, Nicolas, vous souhaitez que je désactive que j'active en l'occurrence votre micro pour que vous puissiez poser la question à l'oral? Je vais peut-être faire ça. Alors, je vous cherche, voilà, hop.
autoriser le micro. Donc là, normalement, vous devriez pouvoir couper la mise en silence et pouvoir parler. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Bonjour Cyril, on s'est déjà parlé il y a quelques jours. Par rapport au jeu concours, là, en même temps qu'on parlait, là, j'ai tapé dans Google jeu concours commerce en selle. Je n'y arrive pas directement. Alors, est-ce que ça se fait par le biais d'un QR code sur les stationnements vélos qui sont déployés, ou Non. est-ce que là tout le monde peut y jouer n'importe quand? Là, même sur la présentation, on peut flasher le QR code. D'accord. Et à Argelès, je vous amène les affiches et les flyers la semaine prochaine. Ouais. Mais je me dis là, si je veux envoyer un peu sur mes réseaux, diffuser aux gens, participer au jeu concours, est-ce qu'ils peuvent trouver le QR code juste en tapant jeu concours dans Google ou enfin Alors, pas- sur nos réseaux, ils l'ont. Mais ce que je fais, Nicolas, je vous envoie un lien dédié pour les réseaux. Ouais, ok, très Et bien. après le QR code, on peut le flasher et on a accès directement à la plateforme du jeu concours. D'accord, super. Dans tous les cas, on vous mettra à disposition les supports de présentation sur l'espace collaboratif, donc vous pourrez y retourner ultérieurement si besoin. Très bien, merci. Super. Je ne vois pas d'autres questions qui se posent dans le chat, donc je vous propose de rebasculer. Ah, ça y est. Combien de commerçants ont joué le jeu d'accepter ces stationnements mobiles? Pour la ville de Figeac ou toutes les villes? Les deux, je pense, global, peut-être d'avoir l'exemple de global, Figeac. Et puis, je vois qu'il y a Guillaume également, Guillaume Baldi, qui souhaitait peut-être reprendre la parole sur Figeac. Non, c'était juste à préciser que nous, on avait donc une dizaine de commerçants. Je dis une dizaine parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des commerçants qui en ont pris un pour deux, mais globalement, voilà, on a 10-12 commerçants qui ont joué le jeu chez nous. Merci. Et en totalité, on a 75. Parfait. En sachant qu'on rayonne, un stationnement va faire rayonner 2-3 commerces au minimum. Merci beaucoup. Et Fabrice demande en complément si vous avez des retours de ces commerçants, justement de ces 75, plus ou moins 75 commerçants qui ont souscrit. Nous, on n'a pas collecté encore à ce jour, on n'a pas encore fait l'enquête de satisfaction auprès des commerçants pour avoir vraiment un retour détaillé. On a néanmoins quelques témoignages qui nous arrivent, en particulier sur Figeac, car Figeac relie beaucoup de communication justement sur le dispositif. Et si je ne me trompe pas, dans la slide de présentation de M. Baldi, il y avait justement un témoignage commerçant et sur le reportage de France 2. Donc, on a le lien sur... Non, je n'ai pas mis le lien sur notre présentation. On a justement le témoignage d'une des libraires de la ville de Figeac. Il y en a 3, si je ne me trompe pas, de librairies à Figeac. Et Indépendante. Indépendante. Oui, indépendante. Et une des commerçantes, justement, fait son témoignage. Moi j'ai des retours informels aussi, formels, parce qu'effectivement, sur le dernier bulletin qui est en train d'être distribué, dont vous voyez une page ici, on a sollicité des témoignages de commerçants, et puis j'ai eu des retours informels, et surtout, moi j'habite dans le centre-ville, et j'essaie de regarder l'usage, et ils sont quand même très souvent utilisés, et pour l'instant, on a des bons retours, et même pour vous faire rire, on a des retours de commerçants qui nous disent mais c'est pratique parce qu'on a même des gens qui s'y appuient, qui s'y assoient, monsieur notamment, là, pendant que madame fait les commissions. Donc bon, c'est un détournement complètement de l'usage, mais ça sert aussi le commerce. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour très concret.
je vous propose de passer sur un petit temps de conclusion. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation pour qu'on profite encore de la présence de nos intervenants pour y répondre. Donc, vous voyez là sur cette slide qu'on a une rentrée assez chargée, j'imagine, comme vous également en collectivité sur cette semaine de la mobilité en particulier. Donc, vous voyez ici les événements qui arrivent. Notamment, il y a la rencontre à Caen pour les personnes qui se situent dans cette région-là. N'hésitez pas à vous y inscrire. Il reste encore quelques places, je crois. On vous met tous les liens dans la conversation pour que vous puissiez vous y inscrire directement. On aura également donc une classe présentielle en Auvergne-Rhône-Alpes à Genasse, à l'est de Lyon, et une classe virtuelle qui arrive également la semaine prochaine. Sinon, vous avez encore quelques places également le 25 septembre à Grenoble pour l'événement Le vélo dès l'enfance en partenariat avec Praxi Design. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire via le lien dans le chat. Et sur le mois d'octobre, il y aura à la fois donc, d'autres classes présentielles qui sont ouvertes selon où vous trouvez, ça peut peut-être vous intéresser. Également une rencontre à La Réunion. Donc là, ça fait un petit peu loin pour la métropole, mais c'est le but, c'était de pouvoir animer Mayotte et La Réunion également au même titre que la métropole. Et le prochain webinaire sera donc le 15 octobre sur comment mettre en selle sa communication sur le vélo. Et puis voilà, ça se poursuivra sur le mois d'octobre-novembre avec toujours les classes présentielles, les classes virtuelles. On vous met également dans le chat à l'instant un lien vers le questionnaire de satisfaction. Si vous avez 2 petites minutes devant vous, vous pouvez y répondre. Ça nous aidera à mieux comprendre ce qui vous plaît moins en tant que collectivité lauréate. Et puis voilà, si vous avez des suggestions de sujets que vous souhaitez voir traités, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment pour vous qu'on fait ces webinaires. Donc le but, c'est que ça vous plaise et que ça réponde à vos besoins. Donc voilà, si vous avez 2 petites minutes devant vous avant peut-être votre prochaine réunion qui commencera à 16h, n'hésitez pas à prendre ce petit temps-là pour être sûr qu'on fasse des choses qui vous plaisent. Voilà, j'ai pas vu d'autres questions qui sont apparues, donc il me reste plus qu'à vous remercier, chaleureusement nos intervenantes, intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci à tout le monde.